Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. J'ai pas de retour, je m'entends pas, mais c'est de ma faute. Bonjour Paul Morera. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur et on peut voir en fait dès à présent sur la plateforme d'Arte un documentaire, que vous avez réalisé au nom du maintien de l'ordre. C'est sur arte.tv. Ce sera diffusé le mardi 30 mai à 20h55. On est dans l'actualité, la preuve aujourd'hui avec. Puis ce soir, une fois qu'il aura parlé, je pense que ça va un peu bouger. Avec Libération ce matin qui publie un sondage qui exprime l'opinion des Français sur la démocratie qui est en danger, et puis une interview de Sébastien Rocher qui est un grand spécialiste de la police et du maintien de l'ordre, et vous êtes interrogé sur ce qui s'est passé, ce qui a à un moment changé dans la technique du maintien de l'ordre. On parle de fusils, on parle pratiquement de maintien de l'ordre qui ressemble plus à l'armée que à la police, et on va en reparler avec vous dans un instant. C'est en deux parties. La deuxième partie sur le fameux LBD et les sur accidents. Les armes. Et la première fois, quand même, moi c'est ça qui m'a marqué, la première fois où on braque une arme sur une personne alors qu'elle n'est pas en légitime défense. Et c'est ça le LBD, c'est qu'on braque une arme. Et jusqu'ici, on ne braquait pas les armes sur les gens. Moi, ça m'a fasciné votre doc. Mais j'ai aussi des critiques. C'est une enquête remarquable qui s'est faite sur plusieurs années. Et on va en reparler, mais là, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Le zapping, c'était facile pour vous. Le zapping, c'est vrai que c'est avec Paul Morera. Vendredi, que voulez-vous? On va parler des méthodes de la police avec votre documentaire. Il faut dire que vous pourrez faire une saison 2 avec tout ce qui se passe en France. Et sur BFM, ils étaient en direct en train de commenter une action qui avait lieu, qui est très contestée, dont vous parlez dans votre documentaire, la NAS. Alors là, on voit des membres des forces de l'ordre qui sont en train de frapper les gens, là. Bah oui, qui les frappent, oui. Parce que les gens refusent peut-être de bouger ou ne bougent pas. Je vous avoue que c'est un peu confus. Est-ce que ces personnes... Il y a du gaz lacrymogène. Ouais. Je voudrais quand même qu'on montre ce qui se passe. Les gens, là, vous me disiez peut-être sont matraqués pour bouger, mais ils sont pris en cercle, en tenaille par les forces de l'ordre. Oui, alors, donc ils pouvaient aller nulle part. Hein. C'est vrai. Mais peut-être en fait que ces personnes sont... nassées, parce que là c'est bien ça, il s'agit, pour vérifier les identités et éviter qu'elles puissent partir en cortège sauvage. C'est légal ou pas alors finalement la NAS? Apparemment le Conseil d'État avait condamné l'utilisation de la NAS, mais c'est comme faire pipi dans l'eau parce que ça n'a eu aucun impact. Mais ce qu'il faut dire sur la NAS, c'est une méthode. J'ai rencontré pas des centaines, des dizaines de policiers. Aucun policier de terrain n'a justifié la NAS. Non. Delavoine, qui est le commandant de CRS, qui me donne une interview sur le camp d'entraînement, et dit nous, la NAS, on est contre, en fait, parce que c'est un multiplicateur de tension. La NAS, c'est une décision politique, c'est une décision d'encadrement, c'est une décision d'étouffement. Et quand j'interviewe ce personnage incroyable, qui était l'ancien chef de la police de Seattle, je lui pose la question, parce que la NAS, c'est mondial, c'est pas une particularité française, c'est nouveau, mais c'est pas une particularité française. Et donc Norm Stamper, qui a été pendant 30 ans chef de la police à Seattle pendant les fameuses émeutes contre l'OMC en 1999, il me dit... Je vais vous expliquer à quoi ça sert la NAS. La NAS, ça va justifier votre niveau de répression. Parce que quand vous collez des policiers tout près de gens qui sont des antagonistes, des manifestants, vous êtes sûr qu'il va y avoir de la bagarre. Parce que c'est humain, chacun son cerveau reptilien, on va finir par se frotter, on va finir par se cogner, et vous allez justifier votre niveau d'engagement, vous allez justifier les gaz lacrymogènes, vous allez justifier les balles en caoutchouc, vous allez justifier tout ce que vous avez déployé. Donc la NAS, c'est une sorte de prophétie maléfique autoréalisatrice. On est sûr, quand on fait une NAS, qu'il va y avoir des problèmes. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que ce policier qui commente là sur l'antenne de BFM, il est super ennuyé. Ils sont tous contre les flics. Et vous montrez, on voit un moment dans le documentaire... C'était Dominique Rézère, c'était le journaliste Dominique Rézère. J'ai confondu. Il est policier de réserve. Il y a des charges à l'intérieur des NAS. Ça, c'est ce qu'on voit à un moment dans votre doc. On va en reparler. Et puis là aussi, quand il les tape. Suite à ces débordements de manifestations, Xavier Bertrand, lui, demande que l'on sévisse. Il est assez pessimiste sur la suite en France. On
ne peut pas continuer comme ça. On attend quoi? D'avoir aussi, comme en Angleterre, une députée un jour qui est assassinée, un drame comme celui-là. Il est temps aussi de comprendre que si on ne met pas un terme à toute cette tension, on va connaître un chaos dont on est aujourd'hui si proche. Et l'important, c'est que personne ne fasse cette politique du pire. Moi, en tout cas, je ne la ferai jamais. Et je pense qu'il faut aussi bien se démarquer du rôle, du sale rôle notamment que joue la France insoumise, et aussi de la dissimulation, du mutisme du Front National qui profite de cette situation. On est proche du chaos. Je ne sais pas si on est proche du chaos. En tout cas, il y a un moment où le dialogue a été rompu et où il a été remplacé par l'affrontement dans la rue. C'est sûrement la révolution la plus grande à venir, l'intelligence artificielle et son fameux chat GPT qu'on voit un peu partout. Alors vous savez, Valérie, qu'un sénateur a demandé que l'on sache où vont les infos, parce qu'il faut qu'on rentre des infos, qu'on envoie des documents. Et où ça va? Vous savez que des gens de Samsung ont envoyé quand même des documents de Samsung pour résoudre des problèmes qu'ils avaient par chat GPT. Et Samsung s'est aperçu qu'ils envoyaient des documents secrets et confidentiels sur des téléphones, puisqu'ils veulent un nouveau téléphone pliable. Ils ont envoyé carrément toute la notice pour que ChatGPT résolue l'affaire à leur place, résolve ce qu'il a fait d'ailleurs. Et Quotidien, donc du coup, a été voir les sénateurs français et ils ont laissé ChatGPT poser la question. Journaliste est-il un métier remplaçable? Pour le savoir, Paul a demandé à ChatGPT de générer une question que l'on pourrait poser à un sénateur sur l'intelligence artificielle. Et il faut reconnaître que le résultat était pas si mal. Comment comptez-vous réguler l'intelligence artificielle pour qu'elle soit utilisée de manière éthique et responsable? C'est une bonne question. Vous trouvez? Ah oui. Elle n'est pas de moi. Ah bon? Elle est de ChatGPT. Ben c'est un beau piège en tout cas. Ça c'est une question fondamentale et je fais un séminaire de mon groupe dans quelques mois. ChatGPT génère donc des questions fondamentales qui effectivement font parler les sénateurs. Toute évolution crée des changements imprévisibles et en général inconfortables. Je vous confie un secret, ma première question elle a été écrite par ChatGPT. Elle n'est pas si mauvaise que ça? Non, elle est banale. C'est du ChatGPT signé. C'était Gérard Longuet à la fin. Mais il y en a beaucoup qui débarquaient un peu. J'ai vu la séquence. Mais ce matin à lire, je crois que c'est dans Le Parisien, ChatGPT a réussi à retrouver l'origine d'un cancer sur un patient dont les médecins n'arrivaient pas à trouver. Donc c'est un logiciel qui a été mis en place avec ChatGPT, mais c'est vrai que ça ouvre des perspectives assez incroyables. Moi, ça me fait peur. Pas vous? C'est-à-dire que si on prend un peu d'altitude, il y a un moment où effectivement on espère quand même que les robots vont nous remplacer, qu'on va prendre des vacances. Moi j'aime bien faire de la radio. Cadmerade et Danny Boone, pour finir, Valérie, étaient les invités de C'est à vous. L'humeur était joyeuse, l'alcool coulait à flot avec modération. Et ça, vous avez vu dans tous les jeux. Et ça a chanté Danny Boone et à la guitare, et ça a chanté du Charles Aznavour. Au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Vous avez évité Lazare? J'ai évité Lazare, j'ai évité The Voice. Je ne sais pas The Voice. Vous voyez quand je fais des efforts. Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant avec Paul Morera pour parler d'un doc qui va vous passionner, vous auditeurs de Sud Radio qui êtes particulièrement sensibles au maintien de l'ordre justement et au dérapage. Ça s'appelle Au nom du maintien de l'ordre. C'est déjà sur Arte TV. Vous me disiez, Paul Morera, qu'il y a déjà plus d'1 million de personnes qui ont regardé. Oui, alors c'est maintenant les télés, et je pense que si elles veulent survivre, il faut qu'elles fassent ça, il faut qu'elles fonctionnent comme une plateforme. Bien Netflix, ils mettent en ligne, les gens ils regardent, ils n'attendent pas le jour dit à 30 mai. Parce que là, le 30 mai, c'est loin et on est en plein dans ce questionnement par rapport aux violences dans les manifestations d'un côté comme de l'autre. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Avec vous sur Sud Radio pour parler de ce documentaire Au nom du maintien de l'ordre. Paul Morera est notre invité, journaliste, réalisateur. C'est disponible sur la plateforme arte.tv dès maintenant et puis ce sera diffusé sur l'antenne d'Arte le mardi 30 mai à 20h55. Mais c'est vrai que c'est l'actualité en ce moment, qu'il y a énormément de débats autour du maintien de l'ordre avec les manifestations. Et ce qu'on voit et ce qui a été, alors vous allez nous dire
dire ce qui a été le point de départ pour vous de ce documentaire. Mais la question, c'est quand est-ce que les manifestations ont commencé à devenir des opérations militaires, puisqu'on a vu des chars au moment des Gilets jaunes, on voit des policiers de plus en plus équipés, et ça s'apparente, oui, plus à des opérations militaires qu'à du maintien de l'ordre. Comment vous êtes, d'où vous êtes parti pour ce doc? Alors d'abord sur un plan personnel, moi je suis parti du fait qu'avec mon complice, le caméraman Pedro da Fonseca, quand le mouvement des Gilets jaunes démarre, on se dit c'est un truc historique. Il y a quelque chose d'inhabituel qui est en train de se passer. Et pendant 2-3 mois, on passe tous nos samedis après-midi comme ça, pour rien, avec une caméra, en train de filmer au niveau du terrain ce qui se passait, pour témoigner. On ne savait pas trop ce qu'on allait en faire, mais on se disait qu'il fallait être là, quoi, qu'il fallait record, quoi, enregistrer ce qui était en train de se passer. Et le 8 décembre, j'ai quand même un moment un peu de révélation. C'est-à-dire, je me dis, les moyens qui sont mis face à une population certes furieuse, mais c'est des moyens. Enfin, il se trouve qu'on revenait de Raqqa en Syrie, où on avait couvert la dernière bataille de Raqqa avec Pedro, et on se dit, mais attends, il y a plus de blindés sur les Champs-Élysées qu'on en a vu à Raqqa. Donc il y a un moment où il y a un problème, quoi. Le niveau de menace étant pas le même. Parce que quand même, il y avait des gens très violents parmi les Gilets jaunes, mais il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient dans une demande d'empathie, qui étaient dans une situation sociale terrible. Et donc il y avait cette espèce de mélange entre... Et on s'est dit, moi je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de basculer, en fait, qui est en train de se militariser. Donc après, on a convaincu Arte, qui courageusement s'est dit, on y va, on fait un truc sur le maintien de l'ordre, sur sa militarisation, sur son évolution, en essayant d'avoir un regard un peu en profondeur. On a cherché la manif zéro, comment on dit, patience zéro, le moment où ça commence. Et ça commence quand? Et ça commence quand même, les blindés dans les rues, les balles en caoutchouc, etc., sur des manifs qui ne sont pas des émeutes. Ça commence en 99 à Seattle, aux États-Unis. C'est une grande manif, la première manif altermondialiste contre le sommet de l'Organisation mondiale du commerce. Et on rencontre le chef de la police à l'époque. Qui est incroyable dans le document. Norm Stamper, qui est un personnage incroyable. Parce que c'est lui qui décide de faire venir les blindés, c'est lui qui décide d'ouvrir le feu, c'est lui qui décide, en fait, cette méthode de militariser le maintien de l'ordre. Et dans le doc, il est en rédemption. Et dans le doc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il commence par dire, il fallait faire bouger à ce carrefour et tout. Et j'ai fait la pire connerie de ma carrière. Et j'ai ouvert le feu sur des militants que j'ai radicalisés, en fait. Que j'ai radicalisés. Et il dit quelque part, en fait, j'ai créé plus de violence que je n'en ai contrôlé. Et le mec est devenu une sorte de militant de la réforme de la police, avec une sorte de sincérité. C'est un personnage énorme. Enfin, faut le regarder, on va pas tout raconter, mais c'est vrai que ce n'est pas uniquement centré sur la France. Il y a aussi des exemples sur l'Allemagne, sur ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis. Il y a la vidéo de George Floyd qui est absolument terrible et à revoir. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a aussi plus de manifestations, plus de violence dans les manifestations elles-mêmes. On a des groupes organisés, donc il fallait bien que la police puisse répondre aussi. Parce que vous donnez la parole à tout le monde, à des policiers. Non, pas à tout le monde. Moi, c'est ça qui a été. C'est-à-dire que moi, je trouve que vous faites un doc de parti pris. Et ce qui est assez incroyable, mais c'est là votre intelligence et le journaliste que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez presque que des gens de la police. Quand on regarde, vous avez que 2 personnes qui ont reçu 2 flashballs et qui ont perdu leur œil. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est des policiers, c'est Claude Guéant, c'est des gens qui sont de l'autre côté. Et vous allez, par ce prisme-là, critiquer la police et leur méthode. Alors moi, j'ai trouvé ça dingue de prendre ce parti pris, de dire c'est la police elle-même qui va faire son propre procès. Quand ils disent oui, on nous dit de rentrer dans la gueule des gilets jaunes, vous dites oui, mais là, par exemple, à voter, il y a un truc qui se marre. Et vous avez donc un documentaire, moi je trouve que c'est un documentaire parti pris contre la police, avec que la police à l'intérieur. Alors, le documentaire, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, il aurait pu s'appeler Les préfets ont la parole, parce qu'il y a 60% de préfets qui parlent. Mais oui, c'est incroyable. Mais des préfets qui sont devenus gilets jaunes, pour l'un d'entre eux.
et qui critique. Mais vous avez aussi moi cette scène m'a frappé. Je me suis demandé comment vous aviez pu la filmer dans un camp d'entraînement de CRS. Mais oui. Là, mais là on a un commandant de CRS en exercice, commandant d'Avoine, voilà, qui vous parle du maintien de l'ordre et qui dit aussi qu'il n'est pas forcément d'accord. Donc moi, je suis d'accord avec Gilles, mais en même temps, ça montre aussi que de l'intérieur, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce maintien de l'ordre. Il ne faut pas considérer les flics comme une force maléfique ou diabolique. La plupart du temps, c'est des gens comme vous et moi qui aimeraient bien que ça se passe mieux que ça. Ils sont dans une situation où... c'est pour ça que j'ai essayé d'aller dans l'ADN de ce qui se passe. Pourquoi, à un moment donné, un flic pète les plombs? Pourquoi? Quelle est cette culture qui fait que, dans certains cas, on dérive vers la bagarre plus que le maintien de l'ordre? Norm Stamper, l'Américain, m'a été d'une aide incroyable parce qu'il dit there's a little dirty secret, cops like action. Il y a un sale petit secret, les flics aiment l'action et ils aiment la bagarre. Et ça, il faut faire attention parce que ça, c'est un truc humain. Donc c'est une donnée humaine. Chaque représentant politique devrait savoir que quand il met dans un cas conflictuel au contact des policiers et des manifestants, il va y avoir de la bagarre. C'est pour ça que le maintien de l'ordre à la française a pendant des années été fondé sur un truc, c'est la distance. 150 mètres de distance, c'était Grimaud en mai 68, etc. Et donc il gère quand même, c'était quand même le maintien de l'ordre qui avait ses lettres de noblesse, qui était exporté partout. Et quant à moi, quand je fais un documentaire, j'essaie toujours d'avoir les responsables devant la... Moi, si vous voulez, mon vrai parti pris dans cette histoire, c'est le fusil à balle en caoutchouc. Je pense qu'il faut interdire cette arme, très honnêtement. Je pense qu'il faut interdire cette arme parce qu'on l'a vu, on était sur le terrain. Elle est létale ou pas pour vous? Quand on enfonce une boîte crânienne, peut-être on ne tue pas, mais les séquelles sont telles que c'est... Quand ça arrive dans l'œil ou autre, il y a des gens... Enfin, aux États-Unis, ils utilisent une autre méthode, c'est le beanbag, c'est-à-dire que c'est plusieurs petits projectiles en caoutchouc, ça fait des dégâts monstrueux. Une histoire d'un gamin à Austin qui se retrouve en état végétatif. Bon, la police de Austin, elle s'est regardée dans une glace, elle a dit rien. Le gamin, il faisait rien, il était juste spectateur. Rien ne justifie d'utiliser des armes comme ça. Ils les ont interdites. Austin n'est pas à feu et à sang. Et je pense que vraiment, il faut se poser la question, est-ce que les policiers allemands, ils sont contre? J'interviewe un policier d'un grand syndicat allemand et dit mais je suis contre parce que ces trucs on n'arrive pas à contrôler où va la balle. Et dans le doc, il y a Claude Guéant aussi qui a été celui qui a commandé ces armes pour la France. Alors c'est un truc de dingue parce que Claude Guéant il a pu regarder, il dit moi je les ai achetés pour maîtriser les forcenés parce que des types qui prennent leur famille en otage, tout ça on veut pas les tuer forcément, on leur met une balle dans le ventre et puis bon du coup on peut les contrôler. Ok, super, très bonne utilisation. Et quelques années après, c'est utilisé en banlieue pour les émeutes. Bon, ok, pourquoi pas, ça peut être dangereux. Et puis 2 ans après, on tire sur des lycéens qui mettent des poubelles devant leur établissement et on leur arrache un œil. C'est pas possible. Mais il y a aussi de plus en plus de blessés chez les policiers. Et quand on fait référence à Seattle, c'était aussi la création des Black Blocs. C'est là que les Black Blocs ont commencé à apparaître. Donc on a aussi, pour les policiers, une adaptation qui était logique face à la modification du type de manifestants qu'ils avaient face à eux. Alors je vais dire un truc qui n'est pas très politiquement correct, le niveau de violence baisse. Ah oui. Dans le documentaire, justement, je confronte le commandant d'Avoine, qui est un commandant de CRS, donc qui connaît bien l'histoire du maintien de l'ordre français. Et je lui parle d'une manif, une manif parmi tant d'autres des années 70, la manif ça va être bientôt le 50e anniversaire du 21 juin 73. Manifestation appelée par la Ligue communiste pour attaquer un meeting à la mutualité de l'extrême droite. Mais là, il faut voir les images, je les ai mises dans le film. C'est 100 rangs casqués, barres de fer, cocktail Molotov, une préparation militaire, des gens avec des talkie-walkie. Mais ça n'a rien à voir. Certes, les Black Blocs, c'est des vandales, évidemment. Mais là, on est face à des gens qui étaient militairement préparés. Et d'ailleurs, Davoine le reconnaît lui-même. Il dit, c'est vrai, ça c'était un niveau de violence incroyable. Il dit, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez sur le même terrain quelqu'un qui va vous parler de sa grand-mère et un autre qui va vous lancer un cocktail Molotov et on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les codes. Moi, je voulais demander, parce que vous avez rencontré les différents préfets, est-ce que vous pensez qu'au moment des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a eu peur? Oui, bien sûr. Ah oui, je pense qu'il a eu peur. À mon avis,
Pas vraiment, parce que dès le premier jour, j'y étais pas. On a envoyé des jeunes de notre agence couvrir le premier événement, où effectivement les Gilets jaunes sont arrivés rue du Faubourg Saint-Honoré, à peu près à 150 mètres de l'Élysée. Et en fait, là, on se dit, mais si c'était vraiment des fous furieux, ils auraient poussé. Il y a une douzaine de flics qui sont devant comme ça. Ils auraient poussé. Ils sont eux-mêmes étonnés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Moi, je pense que c'était des gens vraiment en détresse. Il n'y avait aucune intention insurrectionnelle, mais que la logique de la violence samedi après samedi a radicalisé ces gens. Et puis, bon, il y a une donnée objective du moment, quoi. C'est-à-dire, il y a une situation que les gens ressentent comme très injuste, de grande précarité sociale, etc., qui est une réalité que personne ne nie. Et que, enfin, tant que ça, c'est pas traité, les gens ils sont à vif, c'est évident qu'ils sont à vif. C'est un phénomène mondial, hein. C'est ça qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'on voit que c'est partout comme ça, donc c'est pas propre à la France. Oui, bien sûr. On voit les manifs au Chili, il y en a eu au Brésil, il y en a au Liban, et à chaque fois c'est toujours la même chose. C'est un petit truc qui touche au quotidien, genre augmentation du prix du ticket de bus, et qui montre quand même que les gens sont dans une difficulté matérielle grande, quoi. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Valérie, est-ce que nos violences sont pas... Je mesure que c'est une question journalistique. Nos violences ne sont pas pires que dans les autres pays. Quand on entend tout sur Macron, qu'on est une dictature et tout ça, en fait, dans un état policier, dans les autres pays, c'est les mêmes méthodes et c'est la même répression ou pas ? Alors, beaucoup moins forte. Par exemple, chez les Allemands, il y a cette doctrine de la désescalade. Oui, mais ils veulent faire interdire les manifs, ils veulent faire interdire les uniformes. C'est-à-dire le cadre légal est beaucoup plus dur en Allemagne qu'en France. Par exemple, nous, on filme une manif où ils arrêtent une manif et ils envisagent même de la disperser parce qu'il y a un type qui avait une pancarte qui disait « Le gouverneur est une bite ». Alors, ce qui en France est quand même c'est le début, banal, quoi. Et là vraiment franchement pendant quelques instants ils se disaient on va disperser une manif pour cette petite pancarte. Donc il y a aussi une certaine dureté législative, mais c'est vrai qu'en France, ces derniers temps, notamment à cause des Gilets jaunes, le niveau d'engagement a été très fort. À lire dans Libération un sondage via Voice, les Français ont de plus en plus de mal à tolérer les violences commises par les manifestants, 75%, et celles commises par les forces de l'ordre, 61%. Donc là aussi, au sein de c'est toujours un peu plus nuancé que good cop, bad cop. C'est toujours un petit peu plus subtil et plus compliqué à commenter. En tout cas, c'est un document qu'on vous recommande au nom du maintien de l'ordre sur Arte TV, sur la plateforme d'Arte TV dès maintenant. Même sur YouTube. Voilà. Et sur YouTube, vous tapez Paul Moreira. Le mardi 30 mai à 20h55, ce sera sur Arte TV en direct. Merci. C'est top. Franchement, deux volets avec des images qui sont assez saisissantes, puis des interviews assez cash. Le futur est inquiétant. Oui, le futur est inquiétant. Merci à vous, Paul Moreira. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin.